Donc le CS, c'est en fait le fruit d'une rencontre avec Jérôme Lefebvre, il y a à peu près 3 ans, je dirais. On parlait de la musique qui nous a accompagnés quand on était ados et qui a poursuivi en s'aggravant, on va dire. On avait remarqué qu'il y avait des artistes qu'on aime qui sont très inspirés, plus ou moins directement par cette musique. Donc on s'était dit que ce serait bien de refaire un fanzine à l'ancienne, vraiment old school, c'est-à-dire sans Photoshop, sans passer par l'ordinateur, mais avec ciseaux, colle, scotch, etc. Et pour faire donc un fanzine qui présenterait un artiste contemporain intéressé par cette musique, qui parlerait de ses relations à cette musique et de son travail, et qui inviterait 2 musiciens en général, qui sont donc des musiciens qui sont ou qui ont été importants pour lui. Et le but, c'était pas seulement d'avoir des musiciens comme ça, qui soient dans un groupe de grindcore, death metal ou black metal, mais qui soient aussi intéressés par l'art contemporain, pour que ça aille dans les 2 sens, et montrer toutes les relations et le fait que c'est pas le cliché de la musique d'abruti qu'on peut avoir, quoi. Voilà, donc on a tout de suite fait une liste. Moi j'ai fait le cobaye, donc j'ai fait le numéro 0, avec Nick Harris, le batteur de Napalm Death, enfin ex, et Jeff Walker de Carcass. Puis on a invité Elodie Le Sourd pour un numéro sur le black metal, puis Steven Shearer. Et ensuite on a commencé à dresser une liste. Il y avait Matthew Barney, il y avait Banks Violet, donc il y avait des artistes très connus, voire superstars mondiales comme Matthew Barney, et puis des plus jeunes, des plus pas encore sortis tout à fait, etc. Et voilà, ça nous intéressait tout ça, et on s'était dit que quand on aurait eu 6 ou 7 numéros, on pourrait imaginer transformer le format du fanzine en une exposition. Donc l'exposition Altars of Madness fait directement référence à ce qu'on appelle le métal extrême, qui est composé de trois sous-genres, en fait, le grindcore, le death metal et le black metal. Les 3 sont issus à la fois du heavy metal, une espèce de heavy metal poussé dans ces derniers, enfin dans ces positions extrêmes, à la fois sur le plan du langage musical et sur le plan aussi des idées, en fait, voilà. Alors le grindcore étant légèrement différent, puisqu'il est peut-être même davantage lié au punk qu'au metal. Voilà, donc le grindcore étant directement né de ce qu'on appelle le crust punk et l'anarcho-punk, donc quelque chose comme ça avec une forte teneur politique, parfois des musiciens engagés, activistes, plutôt très à gauche et anarchistes. Le death metal, en revanche, qui est un prolongement simplement de groupes comme Slayer, comme voilà, donc des choses plus habituelles, disons, dans le metal, et puis le black metal qui est lié à justement une certaine interprétation d'une espèce d'âme comme ça scandinave. Il y a quelque chose d'un petit peu nationaliste là-bas, de très très local. Bon, à présent c'est un genre qui est international, mais à la base c'était assez local. Et alors il se trouve que les artistes qu'on retrouve dans l'exposition ont été dans leur adolescence, donc à la fin des années 80 et au début des années 90, quand justement, enfin c'était à cette époque la grande époque du métal extrême, même si c'est quelque chose qui continue, mais c'est arrivé dans le milieu des années 80, et voilà, depuis le milieu des années 80 jusque le milieu des années 90, c'était quelque chose d'assez énorme, une culture à la fois underground, mais très très intense comme ça. Et donc ces artistes ont été baignés dans cette culture, et c'est intéressant aujourd'hui, plus de 20 ans après, de voir que justement ces artistes sont devenus des figures dans l'art contemporain, et de voir quelles sont les différentes manières dont leur travail a vécu cette influence.
quels sont les codes qui sont réutilisés ici, les codes dont les artistes peuvent s'être appropriés, ou sinon à quel point ces attitudes ont pu marquer leur travail. Il y a quelque chose d'important dans cette exposition à considérer, c'est que le fait de savoir que ces artistes utilisent ces codes peut permettre de comprendre leur travail différemment. C'est-à-dire, Matthew Barney, par exemple, est l'artiste qu'on pense en général connaître, justement parce que son nom est partout. Et en réalité, on connaît assez peu de la genèse de son travail et du pourquoi des choses. Quand on regarde le travail de Matthew Barney, c'est un travail sur la performance et sur les limites du corps. Donc c'est quelqu'un qui est d'abord un sculpteur et qui fait des grandes performances et des grands films comme ça dans lesquels les sculptures sont mises en scène. Et chaque fois, dans le cycle Cremaster, c'est le cas, le corps est mis d'une certaine manière à l'épreuve. Et c'est intéressant de considérer ça en parallèle avec son goût pour le death metal, par exemple, puisqu'il est très, très amateur de death metal. Un petit peu aussi d'autres formes de métal, mais... et donc, il y a dans le death metal cette caractéristique justement de pousser les limites du corps jusqu'à leur extrême. Par exemple, les batteurs de death metal font sur scène une espèce de performance comme ça jusqu'aux les dernières limites de rapidité, par exemple, Pete Sandoval est même quelqu'un qui se faisait des garrots pour ne pas sentir la douleur à force avec la vitesse. On disait souvent qu'à ses premiers concerts, il repartait en brancard. En fait, voilà, d'une certaine manière, le métal extrême, c'est aussi ça. Du black metal, on a retenu une interprétation en particulier, qui est celle du paysage. Et il y a un peintre qui incarne ça en Norvège, qui est très très populaire là-bas, qui est peut-être un peu inconnu ici, c'est un petit peu lié au symbolisme. Donc, en général, les 19e connaissent bien le travail de Kittelsen, qui est un peintre et donc un illustrateur norvégien, qui est très célèbre à la fois pour ses trolls. Il a beaucoup fait de peinture et de dessins de trolls. Et ces paysages, le paysage norvégien très incarné, comme ça, très païen, justement. Et alors ça a été extrêmement important, de manière étonnante, pour les gens du black metal. Par exemple, Burzum, ce groupe Burzum a choisi plusieurs peintures et plusieurs dessins de Kittelsen pour illustrer ses pochettes de disques. Et Varg Vikernes, donc la personne qui est le membre unique en fait, de Burzum, et un fanatique absolu de Kittelsen. Alors, ça faisait du sens d'intégrer Kittelsen dans l'exposition comme une figure d'influence et de montrer en parallèle le travail de Torbjørn Rødland qui justement a fait un travail comme ça, exactement un siècle plus tard, sur le paysage norvégien. On a un exemple de sa toute première série qui était In a Norwegian Landscape, où Torbjørn Rødland se montrait errant comme ça avec un sac plastique à la main dans ces paysages norvégiens typiques qui auraient pu être peints un siècle avant par Kittelsen. Et quand Torbjørn Rødland a mis en scène des musiciens de black metal dans les forêts norvégiennes et comme ça au bord des lacs, c'était exactement ce type d'imagerie aussi. Alors, on a aussi dans l'exposition une installation de Banks Violet qui consiste en une scène de concert, comme ça, comme les scènes typiques sur lesquelles se produisent les musiciens, avec les racks, les lumières, le plateau. Et cette scène se transforme en paysage. Et le paysage devient scène. C'est une très très belle pièce, qui est une pièce sonore, dont la partie sonore a été faite par un musicien du groupe Darkthrone, qui est un des principaux groupes de black metal norvégien. On a pour l'exposition un grand poème mural de Steven Shearer, qui est une pièce donc faite spécialement pour l'exposition, intitulée Poème for Luxembourg.
et qui est assez exclusif dans le sens où il en a fait très peu, hein, des poèmes morales, enfin, des poèmes murales de ce genre. On a choisi de montrer de Stephen Shearer plusieurs aspects caractéristiques de son travail. Il y a ces poèmes qui sont une espèce de littérature comme ça, blanc sur noir, des poèmes pas en vers, mais uniquement visuels, comme ça, qui reprend chaque poème reprend des phrases très inspirées justement du métal extrême dans leur littérature caractéristique, un petit peu nihiliste, un petit peu gore, comme ça. Alors la plupart des formules, la plupart des phrases dans les poèmes sont des choses qu'il a composées lui-même. Certaines, en revanche, sont récupérées parce qu'il y a des choses tellement belles qu'il est impossible d'en faire l'impasse. Alors on a le grand poème et puis une petite série de poèmes. On a voulu aussi montrer de Stephen Shearer son travail d'appropriation. Stephen, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup à partir de documents collectés sur Internet, par exemple, ou dans les magazines spécialisés, ou dans les pochettes de disques aussi. Et donc, on montre une peinture, une très très belle peinture de Stephen, qui est le portrait issu d'une vidéo comme ça, le portrait de Pete Sandoval, dont je parlais tout à l'heure, à la batterie. Et on a aussi un troisième aspect du travail de Stephen Shearer, qui est un travail peut-être un petit peu plus littéral. On montre une pièce qui s'appelle Liszt, qu'on voit assez peu reproduite parce que c'est difficile de reproduire ça. La pièce ne peut se voir qu'en réalité parce que de loin on voit juste comme ça une espèce de chose abstraite, et quand on s'approche, on voit des listes de noms. Et en fait, ce sont des noms de groupes du début de l'alphabet jusqu'à la fin de l'alphabet. Et il s'agit d'une liste de mail order. Le mail order, c'est quelque chose qui a été extrêmement important justement pour tous ces artistes. Ça parle à tout le monde parce que c'est comme ça qu'on a tous connu tous ces groupes. Alors on a dans l'exposition trois pièces d'une jeune artiste française qui s'appelle Élodie Le Sourd. Élodie fait... Enfin, l'élément principal de sa démarche, c'est quelque chose qu'elle a nommé l'hyper-rocalisme, quelque chose d'extrêmement intéressant. Elle reprend le principe de l'hyperréalisme, sauf que au lieu de représenter ces paysages urbains caractéristiques, son sujet, c'est l'art contemporain lui-même. Elle reproduit avec cette technique hyperréaliste des installations d'art contemporain dans lesquelles la culture rock est l'élément principal. Elle a nommé ça l'hyper-rocalisme. On a deux exemples en fait dans l'exposition, dont un exemple qui est une peinture extrêmement centrale dans son travail, que quiconque connaît Élodie connaît cette pièce. Il s'agit de Varksmal, qui est une grande peinture comme ça sur deux panneaux, et qui montre une installation de Banks Violet. Une installation comme ça avec des poutres de sel. C'était quelque chose qui avait été montré de Banks à la galerie Gladstone à l'époque, et la musique était faite par le groupe Sono de Stephen O'Malley. Donc elle a repris ça exactement comme l'original. Alors c'est le travail d'Élodie me fascine parce que c'est à la fois de la grande peinture, justement parce que ça permet de renouveler dans un certain sens le genre de la peinture, et c'est une démarche conceptuelle. Alors si on prend l'exemple du black metal, donc cette tendance du métal extrême scandinave, norvégienne particulièrement, il y a eu des attitudes réellement extrêmes, avec on a à un moment parlé, c'était malheureusement une espèce d'intitulé comme ça, les crimes du black metal. Et donc il y a eu tout ce qu'on peut imaginer d'incendie d'église, tout ça. Et il y a eu la toute première histoire de cannibalisme de l'histoire du rock. Ça, par exemple, ça n'existe pas réellement dans l'art contemporain. Alors l'art moderne était aussi radical. C'était le but de la modernité, d'une certaine manière, d'être radical. Les avant-gardes, c'est exactement ça.
Par contre, je pense qu'on est passé à autre chose. On est dans une ère non plus moderne, mais post-moderne, où on peut mettre sur un plan d'équivalence comme ça plusieurs attitudes. Et il y a en revanche plus de radicalité ou plus d'avant-garde. Voilà. Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui, la musique incarne davantage cette radicalité que l'art contemporain. Si on considère à la fois le métal extrême et certaines images de l'exposition, je pense par exemple à Gregory Jacobson ou si on regarde la peinture de Damien de Roubaix ou des choses comme ça qui peuvent être très très violentes dans le travail de Steven Shearer, cette littérature comme ça, très nihiliste et très gore, on peut se demander pourquoi des artistes et pourquoi des musiciens peuvent développer une imagerie aussi dure, qui peut sembler aussi négative, comme ça. C'est intéressant de considérer le fait que, un peu comme le révélait Gilles Vaucher de l'exposition avec ses peintures comme ça, quoi que peuvent montrer ces artistes, il ne s'agit pas du tout d'une provocation gratuite, simplement comme ça pour le goût de voir une réaction en face. Le monde tel qu'il est toujours d'une violence bien supérieure à celle que peut montrer justement ces pochettes de disques et la violence à laquelle peut faire allusion certaines pièces de l'exposition. Puisque si on considère justement des images de guerre, des images comme ça, si on considère par exemple la grande peinture de Damien de Roubaix, World on Fall, ces images sont des images réelles du monde et donc d'une certaine manière tout ce travail est un travail politique justement sur la violence du monde elle-même.